On a parlé tout à l'heure avec Nick Payne de Abdul El-Sayed qui a gagné la primaire. C'était au Michigan. C'est un démocrate, mais très à gauche. Et là, il y a les républicains, on en a parlé avec lui tantôt, qui se disent c'est peut-être une bonne chose finalement parce que ça peinture les démocrates dans un coin. En même temps, ça dit quelque chose sur la transformation du Parti démocrate. Je voulais entendre, Karima aussi, Louis Hamann là-dessus. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai écouté votre conversation tout à l'heure avec l'experte en RH. Là. Oui. Il y avait une auditrice qui a appelé pour dire que son boss empêchait les employés de parler ensemble. Une chance que c'est pas votre cas. Vous avez un méchant problème à mettre un show en ondes. Bref. OK. Oui. Donc, tu sais, on parle beaucoup dernièrement, puis on va certainement en parler davantage d'ici le 5 novembre, là, les fameuses élections mi-mandat aux États-Unis. Là. Alors, qui dit élection mi-mandat, bien sûr, dit primaire dans plusieurs États pour choisir les différents candidats des différents partis là, pour le Sénat et la Chambre. Moi, ce matin, je vais vous parler de la primaire démocrate sénatoriale qui a eu lieu au Michigan un peu plus tôt cette semaine, et plus particulièrement du candidat qui l'a gagné, tu l'as nommé, là, M. El-Sayed, Abdul El-Sayed. Il l'a remporté contre toute attente. Je veux dire, tout l'establishment du Parti démocrate était contre lui. Malgré ça, il a quand même gagné cette primaire-là. Alors, retenez bien ce nom-là parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce gars-là. Moi, je vous le dis, là. Qui est-il? Quand on regarde un peu là, son pedigree, son CV, c'est un gars qui est 41 ans, un médecin de formation, un Américain d'origine égyptienne. Né aux États-Unis? Né aux États-Unis. Il était né aux États-Unis. Il était jusqu'à récemment le directeur de la santé publique du Michigan, là, ou du moins l'équivalent. C'est un homme qui est bardé de diplômes. Là. Il a fait Columbia à New York, il a fait Oxford en Angleterre. Et c'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'extrême gauche, là, dans la mesure où il fait partie, lui, de l'aile vraiment beaucoup plus progressiste du Parti démocrate que de l'aile qu'on peut appeler modérée. Il est très, très populaire dans la base, très populaire auprès des jeunes influenceurs, un peu à la Zoran Mandani, là, à New York, qu'on a vu. Et là, avec cette victoire-là, il est vraiment l'homme de l'heure. Et fait à noter, si jamais il était élu au Sénat en novembre, il deviendrait le premier musulman à siéger au Sénat américain. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine feuille de route, un certain pedigree, un certain appeal, si on veut. Mais moi, je pense que c'est important de regarder derrière le CV et de se poser la question, pourquoi cette victoire-là est si importante? Moi, je pense qu'elle est importante parce que, d'une part, ça illustre vraiment la division qui gruge le Parti démocrate depuis un certain temps. Là, on le sait que les dirigeants démocrates sont de plus en plus critiqués pour ne pas faire face à Donald Trump de façon efficace. Et il faut savoir que lors de la primaire, s'opposait à M. El-Sayed une dame qui s'appelle Haley Stevens, qui était, elle, appuyée par tout l'establishment démocrate. C'est une ancienne conseillère de M. Obama. Seulement pour vous donner une idée, là, elle a dépensé 70 millions de dollars pour sa course au Sénat. El-Sayed, il en a dépensé 2 millions. Wow. Oh. Alors, ça montre à quel point, là, il y a quelque chose qui se passe, là. Non seulement ça, mais lui également a fait face à un tsunami d'attaques, de financement de la part du plus puissant lobby juif américain, l'AIPAC, là, qu'on connaît, parce que il a fait un thème central de sa campagne, toute la question palestinienne. Alors, bref, il a battu tous les pronostics. Et moi, je pense que cette victoire-là, plus qu'autre chose, montre qu'il y a une dynamique qui est en train de changer au sein du Parti démocrate. Là. On va le dire, là, une hirondelle ne ferait pas le printemps. Il y a eu des gains à New York, Miami, au Colorado, mais quand même, c'est à surveiller. Pour l'élection de mi-mandat, moi, je pense que c'est clair, là, le Parti démocrate se cherche toujours. L'effet Trump a transformé la politique américaine. Il y a une soif pour du changement. Puis en l'absence d'un vrai leader du côté démocrate, c'est certain que des gens comme El-Sayed sortent du lot. Alors, à surveiller, là, moi, je vous le dis, là, c'est quelqu'un dont on n'a pas fini d'entendre parler. C'est fascinant. Ouais, mais rappelons, à l'intérieur du Parti démocrate, parce qu'on dit qu'il y a une scission, il y a des conflits, c'est même pas juste entre, mettons, le courant très Obama et, mettons, Alexandra Ocasio-Cortez qui incarne autre chose, beaucoup plus à gauche. Il y a même Bernie Sanders, par exemple, qui avait déjà dit « Arrêtez avec le wokisme, ça ne marche pas aux États-Unis, ça ne connecte pas avec les ouvriers, ils vont se retourner vers le Parti républicain. » Il avait raison. Il y a comme 3 courants. T'en vois 2 ou 3, toi? Oui. Celui que tu mentionnes relativement au fait que ça aide pas pour aller chercher justement les ouvriers blancs. D'ailleurs, quand on regarde
garde sa victoire, lui, au Michigan, là. Certes, il est allé chercher un paquet de monde, il est allé chercher un paquet de jeunes, mais il n'est pas allé chercher, par exemple, l'électorat noir. Il n'est pas allé chercher l'électorat ouvrier blanc rural qui, habituellement, dans un État comme le Michigan, vote démocrate. Ah ouais, je ne savais pas qu'il n'était pas allé chercher l'électorat noir. Non. Ben, certainement, là, il est allé en chercher, peu, mais pas de façon majoritaire. Alors, tu sais, il y a quelque chose qui se passe là, puis en effet, là, il y a un calibrage à faire, parce qu'il faut faire attention, là. C'est une bonne chose de se déplacer à gauche, peut-être, pour le Parti démocrate, mais c'est toujours un peu le même problème, hein, Rémi et Karima, puis on le voit également, là, peut-être ici au Canada, dans une certaine mesure. Les politiciens, dans des primaires, ou dans des élections primaires, vont s'en aller complètement soit à gauche ou à droite pour aller vraiment faire le plein d'appui auprès de leur base. Puis là, l'élection générale arrive, puis ils n'ont pas le choix de se rediriger vers le centre, puis c'est là où ils perdent des votes. Alors, tu sais, souvent, il y a un jeu d'équilibre à faire. Est-ce qu'un gars comme El Zayed va pouvoir réussir ce pari-là au Michigan? C'est pas fait, là, parce que gagner une primaire dans un État pivot comme le Michigan, c'est une chose, là. Gagner une générale puis avoir un siège au Sénat, c'est une autre histoire. Là. Complètement. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça met la lumière, comme tu dis, sur ces divisions-là, mais c'est surtout sur ce discours aussi qui peut prendre. C'est assez fascinant là, quand tu as parlé de ces millions pour la candidate adverse, puis que l'establishment la soutenait, comme quoi tout va être possible, puis on peut s'attendre à pas mal de surprises. Et parlons, parce qu'on a mentionné hier de la réaction maintenant de Donald Trump sur le sujet de l'épuisement des stocks. Hey, il n'a pas aimé ça, là, parce que certains disaient en Iran, on va le dire de même, là, disaient qu'il n'a pas frappé en Iran. C'était pas juste une question de stratégie, puis que... Non, c'est parce qu'au fond, il manquait d'armes, lui. Il a réagi, puis ça va assez loin, là, sa réaction. Ah non, il est vraiment furieux. Il n'a vraiment pas apprécié ces reportages-là. Fausse nouvelle, a dit Donald Trump d'ailleurs. Il a dit que les sources à l'origine de ces fuites-là allaient être... identifié et puni. Alors, attention. Et sur son réseau social, il a dit, non, là, écoutez, les États-Unis disposent, puis là, je cite, là, les États-Unis disposent de quantités énormes de munitions. Alors, selon, on en a parlé hier, le CNN disait 80% épuisé. Le Washington Post parle de son côté du fait que le président aurait exprimé, mais sa très, très grande frustration auprès de son secrétaire à la Défense en disant, écoute, là, mon Pete Hegseth, là, moi, j'ai été berné dans cette affaire-là. Là. Il y a quelqu'un qui m'a pas dit la vérité, il y a quelque chose qui a pas tourné rond, mais il est vraiment pas content. Puis moi, je pense que cette histoire-là va encore faire couler beaucoup d'encre. Parce qu'écoute, là, on parle du pouvoir militaire des États-Unis alors qu'ils sont pognés dans un conflit au Proche-Orient. Alors moi, je pense que ça risque d'être assez nucléaire, là, cette affaire-là. J'ai une question pour toi quand même, Louis, sur ces enjeux-là. Tu sais, je me dis, tu sais, Donald Trump, il accuse souvent, les médias d'être contre lui, puis tout ça. Puis là, j'essaie d'imaginer un scénario où tu imagines un Joe Biden ou un démocrate, puis là, qui est quelque part en Iran. Est-ce qu'il y aurait une situation différente? Parce que est-ce que ces informations-là peuvent être quand même considérées comme étant des informations qui peuvent nuire, entre guillemets, à l'effort de guerre, qui peuvent placer les États-Unis en position de faiblesse dans une... Tu vois un peu? Fait que c'est quand même un vrai sujet. Oui, non, c'est un vrai sujet. Puis moi, je pense que ce qui se passe, c'est qu'au sein de l'administration américaine, puis là, j'y vais large, pas seulement dans le cercle restreint de M. Trump, là, mais il y a plus... Puis J.D. Vance en est un exemple. J.D. Vance était contre la guerre en Iran. Alors, moi, je peux imaginer qu'il y a plein de gens au Pentagone, il y a plein de gens partout dans l'administration américaine qui également étaient contre la guerre, voient le truc qui commence à faire un peu queue de poisson et là décide de couler, de fuiter et justement d'essayer d'influencer le cours de la guerre de cette façon-là. Moi, je trouve que c'est une mauvaise façon de procéder. Puis je comprends leur raison peut-être, là, mais on parle de quelque chose de tellement sensible. Absolument. On parle de quelque chose de tellement, comment dire, là, essentiel pour un pays, sa défense, que de commencer à lancer à gauche, à droite, à fuiter à gauche, à droite sur des trucs qui sont difficiles à vérifier. Là. Pour vous et moi, là, certes, le Washington Post le rapporte, CNN le rapporte. Ça commence à faire beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours dit, là, c'est pas parce qu'un journal rapporte quelque chose que c'est la vérité. Là. Tu sais, fait qu'il faut faire attention, mais
comme je dis, là, c'est pas fini cette affaire-là. Tu veux dire, c'est pas parce qu'un journal le rapporte que c'est la vérité, mais quand plusieurs journaux le font... Non, mais c'est la même information. C'est-à-dire que sur des secrets de défense, par exemple, des fois, tu vas vérifier des informations, tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas dites et il y a des informations que tu ne sors pas parce que ça peut faire en sorte que tu as un désavantage au point de vue de la défense pour le pays en question. Fait que là, tout l'enjeu est le travail journalistique de déterrer des choses et en même temps d'aller sur ces fameux secrets d'État. C'est compliqué de vérifier aussi sur les trucs des munitions. Ça, je suis d'accord aussi, cette part des choses-là. Je dis pas, on s'entend, là, c'est des sources qui sont crédibles. Exact. Mais donc, c'est plutôt l'enjeu, dans quel but ça a été fuité. C'est-tu pour, comme tu as mentionné, pour dire, regardez, il faut que les États-Unis sortent de là, on veut influencer. Mais ça crée cette suspicion encore plus à l'égard et du gouvernement et des médias. Oui, puis moi, je ne remets pas du tout l'objectivité ou la compétence de CNN ou du Washington Post. Mais encore une fois, là, moi, je dis toujours, là, c'est pas parce que c'est dans le journal qu'il faut le croire nécessairement ou que tu as toute l'histoire. Là. Je veux dire, c'est-à-dire tu mets des doutes sur les sources ou sur l'objectif des sources qui font pas ces nécessairement. fuites-là? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un phénomène qui se développe aux États-Unis maintenant depuis un certain nombre d'années où les médias se polarisent énormément. Je veux dire, tu vas écouter CNN, tu vas entendre qu'un point de vue. Tu vas écouter Fox, tu vas entendre qu'un point de vue. Alors, tu vas écouter Cube, puis tu vas entendre plusieurs points de vue. Mais dans un écosystème politico-médiatique comme celui-là, c'est certain que des fois, on peut se poser des questions quand on voit des manchettes à la une qui nous annoncent là, des trucs quand même assez gros. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais c'est inquiétant. Mais moi, de toute façon, hier, tu l'as dit. Je ne suis pas en train de te contester du tout. Moi, hier, j'ai dit, je ne crois pas. C'est-à-dire que je ne peux pas croire que les États-Unis, il ne leur reste plus que 20% de leurs réserves. Je veux dire, ils n'ont pas d'autres réserves. Ils n'ont pas un genre de réserve pour les conflits extérieurs et une réserve au cas où, si jamais ils étaient attaqués. Je veux dire, écoute, je vais dire quelque chose de gros, là, mais pour avoir travaillé au gouvernement pendant longtemps, tu serais surpris des fois du niveau d'improvisation qu'il y a au gouvernement, là, sans remettre en question peu importe ce que... Ça, on te croit sur parole. Okay, non. Mais pour de vrai, là, puis je suis pas en train de dire là, que c'est des incompétents qui sont aux commandes, là, loin de là, mais tu serais surpris des fois... des situations comme ça où tu te dis, ben mon Dieu, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ben tu sais qu'ils nous ont déjà dit qu'on construisait l'avion en plein vol aussi. Donc, non. ça va un peu dans ce sens. C'est comme la formule le prouve. Là. Merci beaucoup, Louis-Armand. Salut, à demain.